Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Julien Virouleau. Coucou Julien. Bonjour, salut Nathalie, bonjour à toutes et tous. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, on n'a pas pu se rencontrer physiquement pour l'interview parce que donc tu es à Niort, c'est ça, hein? À Niort, dans les Deux-Sèvres, pas très loin de La Rochelle. Et moi, je suis à Paris. On va kiffer quand même, hein, Julien? Exactement. Je voulais d'abord, avant toute chose, te présenter en termes de valeur, je vais dire ça comme ça. Je dirais que tu es un fédérateur. Moi, j'ai envie de dire un éclaireur de conscience et un challenger, mais surtout un défenseur de la diversité. Enfin, en tout cas, ça se traduit comme ça, tout ce que je viens de dire. Merci pour cette chouette présentation. Moi, simplement, je me présenterai promoteur de la diversité à travers tout ce que je fais dans mes défis humains et sportifs. Chaque singularité fait la force du collectif. Et ça, c'est valable dans un défi sportif, mais c'est valable aussi tous les matins quand on se lève et qu'on croise des gens, qu'on construit des choses avec des gens. Et on est tous une pièce essentielle du puzzle. Oui, ben on va voir de toute façon comme on va aborder ton parcours qui t'incarne complètement cette idée-là. Enfin, du moins, tu fais tout pour. Après, je peux pas éviter de te présenter en des termes sociaux. Donc, je dirais que tu as 43 ans, que tu es, Exact. que tu es passionné de sport, que tu es papa de deux filles, donc de 9 ans et 14 ans. D'ailleurs, elles s'appellent comment tes filles? Margot et Lily. Ben, on leur fait un coucou alors. Et tu es salarié à la Massif en tant que community manager pour les réseaux sociaux. Exactement. Depuis combien de temps tu travailles pour la Massif? 20 ans cette année. Waouh! Donc, tu Euh, avais 23 ans. Exactement. Juste après mes études. Ah, t'as fait quoi comme étude? Alors, j'ai fait une fac de sport et ensuite, je me suis orienté vers un BTS Assurance pour m'orienter vers des études courtes et entrer dans le monde du travail rapidement. Moi, je t'ai découvert à travers mon premier interview avec Ludo Kikis, à qui on fait un coucou aussi, qui a participé à une aventure juste incroyable dont tu as l'initiative avec Sébastien Bichon et qui s'appelle La Cordée de la diversité. Le projet, c'était de faire l'ascension du Mont Blanc avec un groupe de personnes qui est issu de la diversité. Je te propose que pour comprendre de manière plus palpable qui tu es et tes valeurs. On parle de ton parcours. Alors, je vais commencer par tes années rugby qui commencent quand tu as 15 ans et ce jusqu'à tes 34 ans. Donc, en fait, ça dure 19 ans l'histoire. Exactement. Tu dis que c'est là que finalement, tu as forgé cette mentalité-là à travers l'esprit d'équipe, l'entraide, l'inclusion, etc., entre autres. Le jour où je me suis rendu à mon premier entraînement de rugby pour essayer, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Parce qu'en fait, c'est un des rares sports, alors il n'est pas encore mixte, qui s'adresse à tous les profils et au-delà de toutes les différences. Donc, c'est ce qui m'a plu dès le début. Ce qui m'a plu aussi, c'est vraiment cette nécessité de cohésion, être obligé de s'entendre, être obligé de faire avec. Et le rugby, ça a été, je dirais, le premier déclencheur de cette prise de conscience, d'avoir besoin des autres et d'apporter aux autres. Si on fonctionne ensemble, finalement, on est comme un espèce de système. On est fait pour être connectés les uns les autres. Et en fait, finalement, les forces de l'autre deviennent les tiennes et vice-versa. C'est de la vraie complémentarité, quoi. À l'image de ce que ça devrait être aujourd'hui. C'est-à-dire, on est tous complémentaires. Sauf qu'on a en nous cette espèce de peur qui fait que ce qui est différent de moi, ben, ça m'effraie un peu. Donc, je me réfugie vers les personnes qui me ressemblent, quoi. C'est des valeurs, je trouve, hein, qui sont essentielles dans la vie et qu'on n'apprend pas à l'école. C'est une chance, finalement, que tu te sois retrouvé là si jeune, tu vois. Un an après avoir arrêté le rugby, entre tes 35 et tes 39 ans, bon, je mue, tu vas rejoindre un équipage qui s'appelle la Team Jolokia sur un voilier. Pour les connaisseurs, je donne l'info, c'est un Volvo Océan 60. Et je me demandais si ça, c'est un voilier de tour du monde. C'est un voilier de tour du monde en équipage, ouais. C'est très résistant, ouais. L'équipage donc de ce bateau est composé de 25 personnes qui sont issues de la diversité. Donc, ça veut dire intergénérationnel, hommes et femmes, de toute religion,
toute origine sociale, handicapés, valides confondus, etc. Comment toi, t'es arrivé à cet endroit? C'est de façon assez simple. En fait, je regardais mes réseaux sociaux et à un moment donné, j'ai vu qu'un ami à moi avait liké une page avec un gros bateau rouge et blanc. Donc, ça m'a interpellé et je me suis rendu sur la page de cette photo. Et le dernière publication datait de quelques heures, je crois. J'avais eu cette chance-là. C'était un poste appel à candidature. Ni une ni deux, j'ai candidaté et 3 mois plus tard, je me retrouvais sélectionné pour passer les tests de sélection, quoi. Ah, toi, tu as été responsable du réglage de la voile avant. Oui, c'est ça, Tu avais déjà fait de la voile en fait avant? avec la Massif. Et j'avais fait un peu de voile aussi dans un autre équipage. Mais en fait, j'étais spécialisé dans le réglage des voiles, et notamment de la voile d'avant. Mais il faut bien se rendre compte que sur un bateau, quand on part au large, on part pour plusieurs jours. Sur ce type de bateau, il n'y a pas de pilote automatique. Donc, du coup, il y a des équipes qui tournent. On été constituées en équipe. Donc, pendant qu'une équipe dormait ou s'alimentait, une équipe sur le pont pour faire avancer le bateau du mieux qu'on pouvait. Il y avait un roulement. Ah, oui, tu avais une fonction attitrée, mais finalement, vous faisiez tous un petit peu tout. Et normalement, on l'intègre pendant 1 an, cette team, et toi, tu es resté 4 ans. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Et ça s'est passé, que ça s'est très bien passé pour moi, ce qui fait que ça a été reconduit 3 années supplémentaires, donc ça a duré 4 ans. Ouais. Parce que tu étais le seul à être resté 4 ans. On était quelques-uns quand même, ouais. C'est bien d'avoir un noyau sur lequel on peut s'appuyer quand même. Oui, voilà, oui. C'était un très bon moment. C'était je pense que c'est une période clé aussi dans ma vie, ouais. C'est certain. C'est ça que j'aime bien aussi dans la vie, tu vois, c'est que quand tu arrives à un certain âge, tu as suffisamment de recul pour quand même déjà voir qu'est-ce qui a eu un impact sur quoi et comment. C'est de voir que tout est logique, tout s'imbrique, tout a du sens. Et sauf que ça se précise. Dans le rugby, oui, effectivement, c'est inclusif dans le sens où tu es petit, tu es grand, tu es gros, tu peux rentrer. Là, on va encore plus loin dans la diversité. Tu te sophistiques dans, Ouais, c'est dans ça. ta mission de vie un peu, quoi, tu vois. Exactement. Et alors, Jolokia, pour l'anecdote, c'est le nom du piment le plus fort du monde. Ouais, c'est aussi le plus petit et le plus fort du monde, donc c'est rigolo. C'est important, le nom des bateaux, hein, symboliquement. Oui, oui. On a ce lien-là de prendre soin du bateau pour que le bateau prenne soin de nous dans les moments compliqués. Donc, ouais, il y a un lien qui s'instaure, ouais. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser direct au rapport qu'on a à la Terre, quoi, tu vois. Et en fait, on a oublié, enfin, on s'en rend mieux compte quand on est sur l'eau que la chose qui Ouais. nous porte, elle est précieuse et du coup, on a une relation avec. Mais sur Terre, on est tellement dans une zone de confort parce que tout est abondant et qu'en fait, bah, ouais, comme un enfant, il peut être ingrat avec sa propre mère, quoi. Enfin, c'est exactement ce que tu exprimes, et il y a un exemple qui vient d'étayer ça, c'est que quand on revient d'une course à la voile, quand on fait partie d'un équipage de la diversité, ça peut être compliqué de revenir à terre parce que on s'aperçoit que les besoins ou les réactions des autres à terre sont complètement surdimensionnés par rapport à ce qu'on a vécu sur l'eau. On se fait une montagne d'un portail électrique qui ne fonctionne plus en oubliant la chance qu'on a d'avoir une maison et que c'est des considérations qui sont tellement lointaines de l'essentiel. Et quand on est sur l'eau, on a un rapport au temps et à la terre qui est complètement différent, et quand on a fait un long parcours, on arrive en décalage complet et ça peut être compliqué, ouais, psychologiquement. Et c'est comme dans la vie, on a tous des défaillances, un mal de mer, une blessure, on est trop fatigué. À bord, on prenait tous soin les uns des autres et ça se faisait naturellement. Et ça, c'est des parallèles qui réussissent à dupliquer dans la vie de tous les jours. Vu qu'on est un système à nous tous, s'il y a une défaillance chez quelqu'un, il y a une défaillance dans le système. Ouais. La devise de la team Jolokia, c'est la diversité est une force. Nos différences sont source de performance. J'aime beaucoup ça. La performance par nos différences. Et effectivement, on peut le vérifier d'ailleurs dans votre palmarès parce que vous n'êtes pas resté à quai, hein, évidemment. Non, ça aurait Avez... été dommage. Ah ouais, grave. Vous avez fait des courses. Alors, vainqueur du Tour de Belle-Île. Troisième du... Le record SNSM, les sauveteurs en mer.
2 fois deuxième du Armen Race. C'est sur la partie sud-Bretagne, tu contournes un phare en face de Brest et tu redescends à Trinité. C'est dans le Morbihan. Alors ensuite, vous êtes 10e sur 400 du Fastnet Race. Ouais, ça c'est une course mythique. Ça c'est la plus grosse ce qu'on ait jamais faite. Mais globalement, vous défoncez tout. Il y a deuxième du Rolex Around Ireland. Je suis nulle avec Ouais, le Tour d'Irlande, c'est le Tour d'Irlande. Ça a duré 4 jours. On a eu toutes les météos possibles avec des creux de 4 mètres, 40 nœuds de vent, et, avec un soleil couchant, pas de vent. C'était vraiment. C'est-à-dire qu'on avait les odeurs de la terre qui arrivaient sur l'eau. Enfin, faut vraiment s'imaginer. C'est une course hyper riche, quoi, finalement. Ouais, hyper riche. Ça donne trop envie. Deuxième du Dream Cup. C'était une Trinité à Cherbourg. C'était ma dernière course. Donc celle-ci, elle était très émouvante. J'ai marqué, vous avez un peu tout défoncé. Tu as bien réglé la voile avant. La différence qu'il y a entre l'équipage de la diversité et la société, c'est qu'à bord, on a conscience et on parle des points faibles de chacun, des faiblesses ou des singularités. Ça serait génial qu'il y ait un programme pédagogique. Tu as un petit peu fait ça, on va dire, parce qu'en 2015, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, a été mis en place une réserve citoyenne de l'éducation nationale que tu as intégrée. Ouais. Pour intervenir auprès des jeunes et tout. Et tu leur as permis de monter à bord et d'échanger avec l'équipage. Ouais, exactement. Donc, c'était une classe de l'école de ma fille, de Margot, une classe de CLIS. Alors, c'était des élèves en difficulté, en gros, venir partager un week-end à Lorient avec l'équipage et avec partenaires de l'équipage. Et parmi les personnes avec qui on travaillait, il y avait l'hôpital de Kerpap. L'objectif, c'était de mélanger toutes ces personnes de l'équipage, les personnes en situation de handicap psychique et les élèves de CLIS. Ce panier-là de personnes, a priori, c'est pas destiné à trop bien marcher. Et en fait, ça a été un week-end extraordinaire. Chacun a pris une place différente de laquelle on lui attribue dans le quotidien et dans la société aujourd'hui, quoi. Et quelque part, ça a remis un petit peu les pendules à l'heure pour tout le monde, quoi. Tu dis, si on se donne la chance de connaître l'autre, on se rend compte de ce que chacun peut apporter. Et tu dis aussi, c'est le défi humain qui m'intéresse, le bateau n'est qu'un support. Oui, exactement. En 2016, à 37 ans, tu es, toi et ton binôme, vainqueur d'un raid Friandise Trophy. C'est 700 km en vélo et canoë en tandem. Ouais. Avec ta partenaire qui a pour handicap la bipolarité. Est-ce que sa bipolarité à ta partenaire, ça a été vraiment un facteur challengeant en plus du défi? Ouais, et ça a été dur, mais ça a été hyper enrichissant. Le défi en lui-même, c'était d'ouvrir ma porte, moi, et qu'elle accepte que ma porte s'ouvre. Et de vivre les moments du quotidien avec la fatigue physique, avec le besoin de manger, le besoin de dormir, avec la logistique, parce que c'est entre Annecy et Nice, en vélo et en canoë. On sait très bien que quand on est en manque de fatigue, on devient un petit peu irascible et de mauvais poil. Avec le souci de bipolarité, Ça amplifie. et c'est décuplé. Je dois avouer que par moments, ça a été très dur, très compliqué de prendre sur moi. Et à un moment donné, j'ai basculé dans l'ouverture de ma porte. Tu as lâché prise en fait. Ouais, j'ai lâché prise et je me suis dit, mais il n'y a pas de raison que j'agisse de façon différente de quelqu'un d'autre. Elle, sa faiblesse était identifiée. La mienne, elle n'est pas visible, mais j'en ai aussi. Et du coup, Oui. sur ce même pied d'égalité. Alors que si je suis compatissant, eh ben, on arrive dans un complètement… Un déséquilibre, oui, où tu Ouais. dois sauver le truc. Puis Ouais. c'est nul. À ce moment-là, c'était en milieu de parcours. Je me suis dit, attends, là, c'est pas bon, je prends sur moi. Ça amplifiait sa bipolarité, en tout cas son bad trip dans lequel elle se trouvait. On n'était pas bon, quoi. Alors, je lui ai dit, tu me casses les bonbons. Il faut prendre une décision. Soit on continue, soit on arrête. On était déjà en tête du trophée. Et il y avait deux solutions. C'était de prendre sur moi et de se dire, bah, c'est le résultat à tout prix qui compte. Le résultat, c'était de faire un binôme qui fonctionne, quoi.
gagner ou pas gagner. Et Il y a une stratégie qui s'est mise en place parce que vous vous êtes mis d'accord pour vous rencontrer, quoi. Ouais, parce que moi, ma porte s'est ouverte. Et elle a accepté que je l'ouvre. Une fin de parcours démentielle, quoi. Tu disais, c'est pas le résultat qui comptait. Au final, c'était l'équipe. Ouais. Et ça me fait penser à cette phrase, c'est qu'en gros, c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Ouais. Enfin, d'une manière un peu plus spirituelle, je résume ça. Dans l'épreuve, on n'a toujours que 2 choix. Mais après, tu as plein de déclinaisons de ces 2 choix. Mais la base, c'est 2 choix, pour résumer l'histoire. C'est la peur ou l'amour. Et en fait, c'est ça. C'est ce que tu viens de raconter. C'est la question de, OK, c'est où je continue d'avoir peur à tout ce que ça réveille en moi et le miroir que ça projette de mon monde intérieur et qui est compliqué. Ou alors, j'apprends encore un peu plus l'amour, je m'ouvre et puis on se rencontre. Et je me rencontre un peu plus aussi, du coup. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que c'est souvent dans l'épreuve qu'on se révèle aussi, que les gens se révèlent. Alors, en 2018, à 39 ans, tu participes à une course parmi des amis à toi en situation de handicap. Alors, tu vas courir en fauteuil. Ouais. Et ça, c'est pour prendre la mesure concrète des valeurs que tu défends, en fait. Qu'est-ce que ça implique d'être handicapé? J'avais des amis proches qui jouent au rugby fauteuil à Niort. Le club a décidé de rouler cette course à pied en fauteuil. Et je me suis dit, bon, OK, ben alors là, c'est l'occasion rêvée pour percevoir de façon très concrète, en m'asseyant sur un fauteuil pendant 2 minutes et voir, j'ai pas d'équilibre, c'est de circuler dans les rues, d'avoir les jambes immobiles, d'avoir mal au bras, de voir l'accessibilité, de m'apercevoir du regard des gens. Je sentais comme une sorte de malaise ou en tout cas de pitié, quoi. Sauf que moi, j'étais valide. Enfin, il y avait le défi physique parce que c'était 8 km à parcourir en fauteuil, donc c'est clairement compliqué. Mais au-delà de ça, c'était vraiment de percevoir toutes les problématiques que rencontrent les personnes en situation de handicap, toutes les problématiques physiques et techniques. Et je ne parle pas des problématiques psychologiques. Oui. Ok, bon, physiquement, c'est facile à comprendre ce à quoi tu as dû te confronter. La marge de manœuvre, elle est quand même beaucoup plus réduite. Ça s'est beaucoup joué. Ce que tu as intégré de cette expérience, c'est beaucoup le regard de l'autre, finalement. Ouais, c'est le changement de regard. Tout ça, ça va t'amener en 2019, à 40 ans, à cofonder avec Sébastien Bichon l'association We Are Diversity Team, avec laquelle vous allez élaborer le projet de la cordée de la diversité. Le projet, c'est faire l'ascension du Mont Blanc. Je rappelle que c'est 4809 mètres d'altitude. Tu avais déjà fait de l'alpinisme? Non, je découvrais. Tu y vas, tu prépares pas 20 ans, tu réfléchis pas 20 ans. Non. Tu vois Mike Horn, l'explorateur, il dit avant d'y aller, il suffit d'avoir 5% des réponses. Si tu attends d'avoir le reste, tu ne bouges jamais. Jamais, ouais, c'est clair. En gros, la cordée de la diversité, ça ressemble pas mal au projet de la Team Jolokia. C'est quoi? Lors de la dernière année de Team Jolokia, où je savais que c'était la fin et que j'avais envie de dupliquer sur un autre support. J'ai tout couché sur le papier. La mise en avant de la singularité et de la diversité, ça je gardais. Je changeais de support parce que la voile c'est un sport qui est un peu élitiste et qui coûte de l'argent, donc qui n'est pas accessible à tous. Moi je voulais vraiment que ce soit inclusif et accessible à tous. Donc ce qui est venu assez rapidement dans ma tête, c'est l'ascension du Mont Blanc. Qui pourrait m'aider de son expérience, Sébastien Bichon, qui a déjà réalisé l'ascension du Mont Blanc. Moi, ce que je voulais, c'était d'arriver à rassembler 4 femmes, 4 hommes, tous différents, que tout opposait quasiment, et de faire en sorte qu'on arrive à se rassembler sur la base de nos différences. Et c'était ça le défi, le vrai défi. C'est complètement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Et moi, je voulais montrer que, justement, qu'ils ne se ressemblent pas, s'assemblent, et s'assemblent parfaitement bien pour réaliser des grands défis. Et du coup ça a marché. Mais on l'a fait, hein. Bravo. On l'a fait. Merci Marie. Merci d'être arraché, d'y avoir cru et tout, d'avoir rien lâché. Super. Merci. Putain.
Marie, je suis content de te voir là. Merci Seb. Merci. Merci de m'avoir fait confiance. Yes. On a tout fait tout à l'heure, répliqué là, c'est génial. L'ascension du Mont Blanc peut être considérée comme un objectif pour la plupart des gens. En réalité, c'est ce qui sert ton objectif. Et ton objectif, il se passe sur le chemin, dans cette aventure humaine, quoi. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de te dépasser dans tes limites? Ça doit être l'alpinisme, j'imagine, puisque tu n'en avais jamais fait, non? Là, on parle du dépassement de soi physique. Global. Ça a été clairement le Mont Blanc. Parce qu'il y a eu toute la construction de A à Z du projet. Ça a été vraiment énorme à construire. J'ai passé tout mon temps libre, mes vacances, le soir, les jours fériés dessus. Ça monopolisait mon esprit. J'y ai mis toutes mes forces et tout mon cœur. Et au sommet, la cordée, ça a été une sorte de délivrance, quoi, d'accouchement, parce que je ne pourrais jamais mettre au monde un enfant. C'est une autre manière de donner la vie. Tu donnes vie à quelque chose. Et les moments que tu préfères quand tu te challenges en mer? Le moment de quitter la Terre. On a envie de partir. Il y a vraiment cette relation un peu ambiguë avec ce qu'on laisse à terre, quoi. On n'a pas envie de laisser les personnes à terre. C'est un peu se jeter dans le vide, quoi. C'est le moment où on donne la petite impulsion, quoi. Allez, on y va. J'appellerais ça un élan du cœur, en fait. Et comme on dit, le cœur, il a des raisons qu'on n'explique pas. Même s'il y a plein de choses que tu veux pas quitter de ta vie, de ce que tu connais et des gens de ton quotidien, l'attachement, tout ça, tu as une espèce d'appel que tu n'expliques pas, que tu as besoin de vivre. Est-ce que tu aimes le moins quand je retourne sur Terre? Ouais, c'est la retombée, ouais. Retombée, ça veut dire envie des moments tellement uniques et intenses que le retour est assez compliqué, ouais. Ça, c'est ce que je redoute le plus. Ça pourrait être, comparé, tu sais, quand il y a des gens qui prennent des drogues où ils se sentent hyper bien, ça change toute leur perception sur plein de choses, puis leur descente, elle est dure quand tu reviens à la réalité, tu vois. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. On prend un shoot et on redescend assez radicalement sur Terre après, ouais. Et pour l'alpinisme, j'imagine, c'est pareil, en fait. Pareil. L'après-Mont Blanc a été assez compliqué, alors après, personnellement, mais il a été assez compliqué d'une façon globale de retomber. Il y avait cette sensation de manque et de vide. Ouais. Et avec le confinement, d'impossibilité de reconstruire un nouveau défi. À la rigueur de le mûrir, mais vu que toi, tu mûris pas trop longtemps. C'est ça, ouais. Il y a aussi, en 2020, à 41 ans, tu te lances un nouveau défi. Tu prends goût à l'alpinisme, visiblement, puisque pour l'association Cassandra, dont tu es le parrain, qui lutte contre les cancers de l'enfant. Et pour donner de la visibilité à cette cause, tu veux gravir le pic Aneto. Et alors, ça se trouve en Espagne. C'est le point culminant des Pyrénées, ouais. L'année suivante, pour la même association, tu fais l'ascension d'un autre pic aussi dans les Pyrénées. Batois. Et Ouais. C'est exactement pour ça que c'est été choisi, ouais. Ah, c'est vrai? On entendait parler du Covid matin, midi, soir, la nuit. On vivait Covid, on vivait confiné. Et pendant ce temps, il y a des personnes atteintes du cancer qui continuaient de décéder, des enfants atteints du cancer qui continuaient de partir. Et en tant que parrain, je devais donner un peu de visibilité à mon humble niveau pour récolter des fonds qui seraient reversés à l'association. Calme. La même année, tu as fait l'ascension du Mont Rose. C'était en septembre 2021. Et c'est le deuxième sommet le plus haut d'Europe, celui-ci. Après le Mont Blanc, ouais. 4634. Ah ouais. Je crois que j'ai bon. Contre le cancer du sein. Pour l'association Ruban Rose, pour Octobre Rose. Et tu fais tout ça donc sur ton temps libre, hein? Oui, je confirme. Ta routine au milieu de tout ça, parce que j'imagine qu'il faut quand même entretenir une certaine discipline, tu vois, une rigueur physiquement et mentalement. Disons que j'ai besoin de faire du sport, donc je le fais en guise de préparation, mais je le fais surtout pour moi. Donc tous les matins, je fais du sport, je vais courir, je fais du renforcement musculaire, du kayak, du vélo. Donc ça, c'est pour la rigueur physique. C'est étroitement lié à la rigueur mentale, quoi. Ça contribue à ce que je me mette dans une démarche d'envisager des choses. T'es hyperactif ou Faut que je me trompe. Faut que j'apprenne à ne rien faire. Parce que ça m'est arrivé dernièrement de ne rien faire. J'avoue que c'était pas mal. Mais j'ai quand même ce petit malaise à l'intérieur qui me dit « Oh là là,
Il faut que tu ailles faire ça, il faut faire ça. Et si tu faisais ça, Ça me rappelle, je sais pas pourquoi, mais le lâcher prise avec ta partenaire bipolaire, c'est finalement, il faut aussi ouvrir à ça. Tu vois, ce ouais, truc, c'est clair. ok. Ouais. Et de ça, je tiens quand même à préciser qu'au milieu de tout ça, en 2015, tu es bénévole chez Emmaüs. Ouais, j'ai été bénévole et je entretiens des relations étroites avec Emmaüs. 2018, tu es parrain des établissements français du sang pour promouvoir le don du sang. 2019, ambassadeur d'SOS Méditerranée. Ouais, j'ai emmené mon petit drapeau au sommet du Mont Blanc, notamment, mais aussi du pic d'Aneto. C'est un bateau, en fait, qui vient en secours aux naufragés, des personnes en exil. Et en fait, c'est une cause qui me touche parce que le monde ferme les yeux là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui meurent en Méditerranée parce qu'ils sont embarqués dans des conditions précaires, dans des grands bateaux pneumatiques qui coulent. Et aujourd'hui, quand on arrive malgré tout à les secourir, donc à travers SOS Méditerranée, les États refusent d'accueillir ces personnes-là et refusent que le bateau accoste sur les côtes italiennes, espagnoles, françaises. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui des SOS Méditerranée. Alors ensuite, en 2020, tu es président de l'association Estrella Lab, qui possède donc un voilier entièrement accessible aux personnes en situation de handicap pour l'inclusion par la voile et rendre l'océan accessible à tous. C'est Olivia Vatine qui est la propriétaire du bateau et qui a monté cette association. Et en fait, l'idée, c'était d'acheter ce très gros bateau de 60 pieds en aluminium, c'est-à-dire très solide, destiné à aller dans les mers du Sud et dans les glaces, de l'aménager pour le rendre accessible aux personnes en fauteuil, ce qui est très, très rare. Et je ne sais pas si, d'ailleurs, il existe d'autres projets de ce type-là. Ok, d'accord, c'est pas un équipage, c'est des personnes qui peuvent juste aller en mer. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, 60 pieds, c'est 18 mètres, juste parce que en pied, ça parle pas à tout le monde. Moi, c'est très bien, ouais, bien. Mais mon rêve à moi, ce serait de participer à une course autour du monde en équipage avec des personnes en situation de handicap, mais pas que. L'équipage de la diversité. Je pense que là, je suis claire avec le message. Tu t'occupes déjà de la mise en place de ce projet-là ou... Ben non, pour l'instant, il est vraiment à l'état de maturation. Il est dans mon esprit pour le moment. Et voilà, après, il faut vraiment réaliser que c'est un projet démentiel qui demande énormément de ressources de tout type. Donc, le tour du monde, c'est combien de temps à peu près, tu penses? Alors, le tour du monde, il dure 9 mois. D'accord. Là, je me rencarde, c'est pour ça que je me dis, OK, comment je m'organise? Ok, bon, bah, super. Et alors, pour terminer, juste histoire de clôturer sur la thématique un peu de l'interview, la persévérance, ça signifie quoi pour toi dans tout ça? La persévérance, pour moi, elle est essentielle et je me suis construit sur cette valeur-là de la persévérance. Si on s'arrête à la première embûche, on tombe. Quand on tombe la première fois, on ne sait pas que c'est possible de se relever. Dans chaque projet, même les projets positifs comme le Mont Blanc, il y a eu des moments de craquage, il y a eu des échecs. Et la persévérance a toujours été le levier pour se dire, bon, allez, hop, je sais que c'est compliqué. C'est le moment de, hop, mettre le petit coup de talon qui permet de repartir, quoi. L'essentiel, c'est d'avancer, que ce soit lentement, que ce soit difficilement à un moment donné. Et de se dire que tout est possible. Ok, bah merci beaucoup, Julien. Eh bien, merci à toi. Je suis trop contente. Ouais, moi aussi. C'était une chouette rencontre, un chouette moment. Alors, à bientôt. Et ça marche, à bientôt. Et merci à toi. Prends soin de toi.